La section 4, 1 km 700, va nous transporter de Saint-Paul jusqu'aux Halles de Paris. On emprunte, partant de la rue Saint-Antoine, la rue Pavée pour entrer dans le Marais. La rue Pavée s'est appelée successivement rue du Petit Marivaux et rue du Petit Marais. On coupe la rue du Roi de Sicile. Au numéro 10, façade d'une synagogue édifiée en 1913 par Hector Guimard. En ce 1er septembre, Paris est inondé de soleil. Hector Guimard est l'architecte de ces fameux abris de métropolitains au style nouille. Au 11 et 13, façade des hôtels des Marais, Louis XIII, et d'Herbouville, Louis XV. Oui, ouais, elle a vu. On approche de l'hôtel de Lamoignon. Construit de 1538 à 1619, l'hôtel de Lamoignon abrite les locaux de la bibliothèque historique de la ville de Paris. L'hôtel de Lamoignon est connu pour sa tourelle en échauguette. Au cœur du Marais, rue des Francs-Bourgeois, nous allons rétrograder sur nos pas jusqu'à la rue des Rosiers. La rue des Rosiers, cœur du quartier juif de Paris, est célèbre pour un attentat à la fin du XXe siècle. Le hammam Saint-Paul est aujourd'hui devenu un magasin. Avec la rue des Écouffes et la rue Ferdinand Duval, nous sommes au cœur donc du quartier juif de Paris, le Pletzol du XIXe siècle. Une ouverture permet d'accéder au jardin des Rosiers, Joseph Migneret, un directeur d'école qui a sauvé la vie de dizaines d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cours intérieures peu connues à Paris. Sur la gauche, la rue Ferdinand Duval, un des 3 axes du Paris juif. Poursuivons. La rue des Rosiers est particulièrement pittoresque de ce côté. On tourne à droite dans la rue des Hospitalières Saint-Gervais. Le restaurant chez Marianne est très réputé. La rue des Hospitalières Saint-Gervais a été ouverte en 1817 sur l'emplacement d'un hôtel qu'occupèrent de 1655 à 1795 des religieuses augustines précédemment logées près de l'église Saint-Gervais.
Au numéro 6, école primaire de jeunes garçons israélites, 1844. On remarque ici des têtes de bœuf originaires d'un pavillon de la boucherie d'un marché qui fonctionna de 1813 à 1910. On emprunte sur la gauche la rue du marché des Blancs-Manteaux. On parvient rue Vieille du Temple que nous allons emprunter sur la droite. Au numéro 47, un porche majestueux, celui de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, même s'il n'y eut en fin de compte jamais d'ambassade à cet endroit. Juste à côté se trouve la halle des Blancs-Manteaux. De cet endroit, on aperçoit la maison de Jean Héroué, à Pignon Aigu et à Échauguette. On quitte la rue Vieille du Temple par la rue des Blancs-Manteaux. Au XIIIe siècle, elle abritait des fabriques de parchemin. La rue des Blancs-Manteaux s'appelait alors rue de la Petite Parcheminerie. La rue des Blancs-Manteaux s'est ainsi appelée parce que le roi Saint-Louis a installé ici des moines qui étaient vêtus d'un simple manteau de couleur blanche. 16 ans plus tard, il y eut d'autres moines vêtus d'un manteau de couleur noire, mais ça ne changea pas le nom de la rue. Un petit square à cet endroit nous permet de voir l'église Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Nous allons prendre sur la gauche la rue Aubriot. Aubriot est le fameux prévôt qui a fait construire la forteresse de la Bastille. Avant de prendre la rue Aubriot, allons voir un petit détail. Au numéro 16 de la rue des Blancs-Manteaux se trouve l'entrée du Mont de Piété. Revenons à la rue Aubriot. La rue Aubriot évoque le Moyen-Âge. Jusqu'en 1867, on l'appelait la vieille rue du Puy. On arrive dans la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Le quartier est délicieusement ancien. La rue Sainte-Croix de la Bretonnerie a été ouverte en 1230. Elle s'appelait au départ rue de la Grande Bretonnerie, dans un lieu appelé le Champ des Bretons. En 1258 s'installèrent ici les frères de la Sainte-Croix. Nombreuses maisons anciennes 17e, 18e siècle. Celui-ci est plutôt 19e. On croise la rue des Archives du XIIe siècle, aujourd'hui très élargie. Faisons quelques pas sur la gauche, jusqu'au numéro 24. Ici se trouve le temple luthérien des Billettes, avec son cloître. Le cloître ouvre directement sur la rue. C'est le seul du Moyen-Âge subsistant à Paris. Il abrite des expositions. Reprenons la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
19e siècle fut fondée ici une chocolaterie, les chocolats Meignier, qui devinrent célèbres à partir de 1853. On atteint la rue du Temple. Nous ne sommes pas loin du centre Beaubourg. À l'angle, tourelle carrée en échauguette datant de 1610. On continue tout droit par la rue Saint-Méry. Jusqu'en 1881, elle portait le nom de rue Neuve-Saint-Méry. Au numéro 10, la curieuse impasse du Bœuf, avec une inscription qui faisait rager Voltaire. Il disait « ça ne ressemble ni à un cul ni à un sac ». Au numéro 12, l'ancien hôtel Le Rebours. Voici la cour intérieure. L'hôtel date des 16e et 17e siècles. Quant à l'hôtel en face, c'est l'hôtel Potier de Blanc-Ménil de 1645. Une hideuse construction en béton déforme la fin de la rue Saint-Méry. Sur la droite, la rue Pierre-au-Lard. Au numéro 6, sortie de l'auberge de l'Aigle d'Or, du numéro 41 de la rue du Temple, aujourd'hui café de la Gare. Et en tournant, nous avons une vue sur le centre Georges Pompidou. Dans la rue Pierre-au-Lard se trouve le théâtre Essaillon. On peut estimer que c'est ici que s'arrête le Marais. Nous sommes arrivés dans la rue du Renard, autrefois rue du Renard qui prêche. Vue sur les tours de Notre-Dame. La rue Saint-Méry se prolonge par ici, brièvement. On entre alors dans un vaste secteur piétonnier long de 800 mètres à vol d'oiseau d'est en ouest, sur près de 300 mètres du nord au sud. Il englobe le forum et le jardin des Halles, agréable à parcourir et offrant de très variées possibilités de se désaltérer et de se restaurer, y compris en terrasse. On tourne à gauche dans la rue Brise-Miche. La rue Brise-Miche longe la place Igor Stravinsky. Le bassin central est orné de sculptures, de fontaines, de Tinguely et de Nikitsin-Fall, 1983. Le style de Nikitsin-Fall est très reconnaissable. Bonjour, Musée, bonjour. Everybody bonjour. J'espère à vous présenter les artistes accompagnants. Merci à tous les acteurs. Ensuite, mesdames et messieurs, les premiers danseurs. Il nous vient tout droit de loin, nous de la piste. Préparation de bruit, next of code, pour nous présenter les deux danseurs. De ce côté, on longe le flanc de l'église Saint-Méry.
En sous-sol est logé l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique. On s'engage dans la belle rue du cloître Saint-Méry. Par contre, si vous n'avez rien, on accepte également vos jolis sourires et vos encouragements. Surtout, mesdames et messieurs, bon spectacle. L'église Saint-Méry a été terminée en 1612. On débouche sur l'antique rue Saint-Martin. Façade de l'église Saint-Méry, rue Saint-Martin. Un paraclet baroque dans une église gothique. La rue Saint-Martin s'est d'abord appelée rue de l'Archer Saint-Méry, puis rue Saint-Martin-des-Champs. Nous sommes vraiment dans le vieux Paris. Au numéro 79, la ruelle Saint-Fiacre, 1,70 m de large. Numéro 81, maison à 2 étages, à une seule fenêtre. Au numéro 89, maison de l'Annonciation, avec son bas-relief de 1680. Nous parvenons place Edmond Michelet, agréablement ombragé de Polovnia. Le centre Georges Pompidou. On tourne à gauche dans la rue Quincampoix. Plus bas, elle a conservé sa largeur d'origine, seulement 3 mètres. Les immeubles ont conservé leurs inscriptions. Ici, bureau des Mesdames Lingères. On s'engage dans la rue de la Rénille. En 1225, elle s'appelait rue Trousse-Vache. Nous arrivons au boulevard de Sébastopol, qui a été ouvert en 1858 sous le Second Empire. Le boulevard de Sébastopol. Nous laissons derrière nous cette belle rue de la Rénille. Elle se prolonge cependant à l'ouest du boulevard Sébastopol. Après avoir franchi le boulevard Sébastopol, qui est large de 30 mètres et qui malgré cela, bien que de sens unique, est insuffisant pour la circulation automobile, nous nous engageons dans le premier arrondissement de Paris. Nous croisons la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis est un grand axe nord-sud de Paris, plus important encore que la rue Saint-Martin. Elle devait son animation à la proximité des Halles. C'est par cette rue que les rois faisaient leur entrée dans Paris pour leur avènement solennel, ainsi que leur sortie après leur décès pour leur transfert à la basilique de Saint-Denis, dans la nécropole royale.
Nous parvenons sur la place Joachim du Bellay, où se trouve la fontaine des Innocents. La monumentale fontaine des Innocents date de 1749 et elle était adossée à l'ancienne église des Saints Innocents. Lorsque l'église fut démolie, une quatrième face fut sculptée en 1787. On se dirige à présent vers le Forum des Halles. Auparavant, nous prenons le soin de faire le tour de la place Joachim du Bellay pour admirer la belle fontaine. Côté sud, c'est la rue des Innocents, ouverte en 1786. On remarque une superbe maison à arcades. Cette maison à arcades rejoint la rue de la Ferronnerie, où le 14 mai 1610, Henri IV a été assassiné par Jean-François Ravaillac. Une plaque rappelle cet événement tragique. Revenons sur la place Joachim du Bellay. Mon ouvrage datant de 2002, il ne tient pas compte des transformations du quartier des Halles, transformations récentes pour cet espace qui date du roi Louis VI le Gros. Louis VI le Gros, Philippe Auguste, Louis XVI et Napoléon III sont intervenus pour la transformation de l'espace des Halles au centre de Paris.